Voilà, et on va accueillir notre dernier intervenant de la journée, Azzedine Fall, qui est dans le coin. Je l'ai vu tout à l'heure, donc il ne doit pas être très loin de 10h. Azid, voilà, il arrive. On peut l'applaudir d'ailleurs. Azzedine, merci d'être avec nous. Directeur, alors on avait déjà reçu le patron de Deezer, là on reçoit le directeur musique. Et justement, Azzedine, bonjour, merci d'être avec nous. Je vais te laisser nous dire un mot pour nous parler de toi, de ton parcours. Alors forcément, passionné de musique, tu as démarré en tant que journaliste, hein, c'est ça, aux Inrock, sur Arte. Tu es allé sur Universal Music et aujourd'hui directeur musique et culture chez Deezer. Ça recouvre quoi cette fonction ? Beaucoup de choses. Bonjour à tout le monde déjà. Beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé comme journaliste, comme tu l'as dit. C'était il y a très longtemps pour moi. C'était au début des années 2010. Tout ça, c'est arrivé un peu à la faveur d'un grand concours de circonstances. J'avais mailé à l'époque le rédacteur en chef du site des Inrock en 2011 parce que je cherchais un stage. Personne ne me répondait. Mon rêve, c'était de faire de la radio. Je voulais plutôt travailler en politique. Pas de réponse chez France Inter. Et un jour, j'envoie un mail du coup via le formulaire de contact. Il a eu le malheur de me répondre. Du coup, j'avais son hâte, ce qui m'a permis de lui répondre avec une pièce jointe, mon CV qui était pas très épais à l'époque. Mais 6 mois après, j'étais toujours conventionnable et quelqu'un a fait défection, un stagiaire a décidé d'annuler son stage et donc, ils m'ont rappelé. Moi j'ai passé un entretien, je suis arrivé aux Inrock, je suis resté pendant 8 ans, j'ai eu l'occasion d'assumer plusieurs fonctions là-bas, j'ai fait programmateur du festival des Inrock, j'ai été journaliste musique, j'ai été rédacteur en chef à la fin. Et puis un beau jour, il y a eu Arte, Universal Music et puis Deezer. C'est ça. Universal est venu me chercher pour être directeur artistique d'un label de chansons françaises qui s'appelle Barclay, dans lequel j'ai pu m'exercer un nouveau métier pendant 2 ans. Et ensuite, quand j'ai fait un peu la somme de tout ça, je me suis dit que j'étais devenu journaliste, que j'avais été directeur artistique, donc les médias et l'industrie de la musique. J'ai fait la somme et je me suis dit que là, on était plutôt au début des années 2020. Et pour moi, ça équivalait à travailler dans le streaming. C'est une expérience que j'avais jamais eue. J'avais jamais non plus travaillé pour une boîte de tech. Donc c'était aussi l'occasion de remettre à niveau plein de choses, de beaucoup transpirer pendant les 3 premiers mois parce que le volume de travail est assez différent. Et pourquoi ce mot culture ? Parce que directeur musique chez Deezer, je comprends, mais pourquoi directeur musique et culture ? Enfin, je comprends aussi culture, mais voilà, pourquoi on le rajoute ce terme-là ? Ouais, c'est une bonne question parce que c'était pas du tout dans mon titre au début. C'est un poste qu'on a créé en cours de route, donc 1 an après que je sois arrivé chez Deezer. En gros, il y a eu une sorte d'appel d'offres en interne. J'ai postulé. Et en fait, on a voulu lier musique et culture parce qu'on se rend compte que dans la consommation de musique des gens, aujourd'hui, la culture, la pop culture est très importante à travers ce qui se passe dans le milieu des séries, du cinéma, à travers ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. Tout ça crée une nouvelle pop culture qu'il faut maîtriser et qu'il faut connecter avec des grands moments de streaming. Il ne s'agit plus aujourd'hui, quand on bosse chez un DSP, si j'utilise un terme un peu de l'ordre du jargon, c'est compliqué en fait aujourd'hui de se baser que sur les charts. On a besoin d'une matière qui est très vivante, en regardant ce qui se passe sur TikTok, en regardant par exemple quand il y a un grand film avec une grosse valeur musicale qui sort. Pour nous, c'est important à anticiper. Je donne un exemple. Quand L'amour ouf sort, je me souviens, il y a notre édito rock, donc Rod, qui nous dit « J'ai pas vu le film, mais d'après ce que j'entends, il est fort probable qu'il y ait une grosse valeur musique dans ce film. Et il y a une grosse BO. » Donc nous, c'est quelque chose qu'on avait fléché avant même la sortie du film, et on avait mis un peu en activité tous nos services avec lesquels on travaille, les réseaux sociaux, les gens du produit aussi à l'intérieur de l'application, de manière à pouvoir connecter la musique de Cure très rapidement. Et donc on avait bossé sur un plan d'amplification à l'intérieur de l'application, mais aussi sur nos réseaux, aussi en presse, de manière à pouvoir s'emparer de ce moment de pop culture. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui a une grosse valeur, ça peut être les Jeux Olympiques aussi, on s'en empare et on essaie de comprendre et d'anticiper ce qui va se passer. Donc de proposer des nouvelles listes musicales. Comment on peut qualifier l'ADN de Deezer par rapport évidemment aux autres géants du secteur ? Ouais, ça aussi c'est une question que je reçois beaucoup et ça a été une découverte pour moi quand je suis arrivé dans cette entreprise. C'est que à l'époque, j'avais l'impression que tout ça était quelque chose d'assez basique, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs DSP, plusieurs offres, les gens avaient à peu près accès au même catalogue et que tout ça était assez neutre. En fait, en travaillant un petit peu les mains à l'intérieur des données et des statistiques, on se rend compte qu'il y a des genres de musique, des artistes sur lesquels on performe plus, sur lesquels on performe moins, et tout ça crée une identité, tout ça crée des habitudes aussi de nos utilisateurs et utilisatrices, des habitudes qu'il faut aussi évidemment parfois contredire et aller bousculer, mais pour moi c'est des choses qui sont hyper importantes. Chaque semaine, par exemple, je reçois la part de marché du top 500, donc les 500 morceaux les plus écoutés en France sur la semaine donnée.
et je reçois la part de marché de Deezer associée. Je ne vais pas vous la révéler là pour chacun des artistes du top 500, mais l'idée pour moi à chaque fois, c'est d'utiliser cette matière pour discuter avec mon équipe et se dire, OK, où on se situe en matière de genre, où on se situe aussi en matière de parité. Est-ce qu'il y a des esthétiques de musique qui ressemblent plus à ce que nos utilisateurs écoutent? Est-ce que justement, dans les moments où on a des faiblesses, il ne faut pas faire un petit peu plus de choses parce qu'on croit en ce genre de musique, on croit dans cet artiste, il va falloir un petit peu plus l'exposer. Donc tout ça, c'est des activations qu'on met en place avec nos équipes produits. Et ça, tu penses, c'est ce qui fait la différenciation? Là, on voit comment arriver à se démarquer YouTube Music, Spotify. C'est ce qui fait la différence d'un Deezer. Il y a un côté personnalisation plus fort que d'autres plateformes? Ouais, j'ose l'espérer. En fait, ce qui nous différencie aussi beaucoup, c'est que ça t'aura pas échappé, on est un acteur français. Là où l'essentiel de nos concurrents sont plutôt des acteurs internationaux qui ont des petites dépendances en France, nous, on est un peu en sens inverse. Et du coup, ce qui nous permet d'avoir une grosse équipe éditoriale, par exemple. Dans l'équipe aujourd'hui, on a une dizaine de personnes qui travaillent aussi bien sur le rap français, sur le R&B, sur le metal, sur le rock, sur la country, sur le jazz, sur les musiques classiques, sur les musiques africaines, sur les musiques des Caraïbes, sur les musiques latines. Donc on a une grosse variété et on a une grosse expertise. Ce qui nous permet, nous, d'être très proches des acteurs, des labels, de l'industrie. On a les bonnes personnes pour répondre aussi à leurs besoins en matière de signature. Et de l'autre côté, on a aussi beaucoup de personnes pour travailler avec d'autres équipes à l'intérieur de Deezer. J'en ai cité quelques-unes, comme notre équipe des réseaux sociaux, mais il y a aussi l'équipe événementielle, ce qui nous permet de faire beaucoup de choses. On fait un événement par mois, à peu près aujourd'hui en France, où on crée des contacts entre les artistes et les fans. Donc tout ça, c'est à travers des concerts. On va revenir sur l'IA dans un instant, mais c'est comme ça que tu mesures que les choix éditoriaux ont fonctionné, c'est ce nombre de contacts Non, en fait, moi, honnêtement, les choix éditoriaux dans l'application, je les mesure à travers des indicateurs de satisfaction, des indicateurs de skip aussi dans les playlists, par exemple, qui nous permettent de savoir si les choix d'un ou d'une édito sont pertinents ou pas. Ce que j'ai coutume de dire, c'est que l'édito qui va être en charge d'un pool de musique va toujours choisir en fonction de son expertise, en fonction de son cœur, en fonction de ses envies, de ce qu'il a vu en festival par exemple. Il va faire des tests, mais la semaine qui suit, il va voir si son test est concluant. Et pour tout ça, on a des données statistiques qui nous permettent de savoir si les utilisateurs s'emparent de ce que nous, on programme dans l'application. Donc la première métrique, elle sera toujours statistique. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est se balader dans des festivals comme celui-là. Il faut aussi ouvrir un petit peu ses chakras pour écouter le plus de musique possible, être bien pitché par les labels, ça c'est fondamental et je m'arrête dessus parce que on a aussi une relation assez directe avec les labels. On a une équipe qui s'appelle Artist Relations chez Deezer qui est censée nous faire parvenir la musique idéale, les sorties de la semaine en France et à l'international. Et tout ça, c'est fondamental. Je m'arrête aussi sur un autre point qui est important, c'est qu'en France, on a le marché le plus local en Europe. C'est aussi pour ça que c'est ultra important pour moi d'avoir des éditos, donc des programmateurs et des programmatrices de musique, qui sont très connectés culturellement à cet univers-là et qui ont aussi une grosse expertise du marché français. Le chiffre, c'est 80% du top 200 chaque année qui vient de musique produite et exprimée en français. Donc pour nous, c'est fondamental de capitaliser sur cette valeur-là. Je crois qu'il n'y a que le Brésil dans le monde qui est encore plus local que nous, là, avec des dépendances et des interdépendances entre le nord-est, le sud-ouest du pays, qui créent des pop cultures qui sont très représentatives des régions. Nous, en France, on a cette valeur-là. Les Français et les Françaises écoutent énormément de musique chantée en français. Et donc, c'est hyper important et c'est aussi une statistique qu'on regarde beaucoup. Juste très rapidement, avant de parler d'IA, quelle est la part du podcast dans la consommation de la musique, enfin chez Deezer? Alors, dans la consommation de la musique, presque nul parce que podcast et écoute en musique c'est différent. En vrai, nous on a une stratégie qui est vraiment très orientée sur la musique aujourd'hui. On s'est un petit peu départi du podcast, en tout cas de la production de podcasts originaux. Aujourd'hui, les podcasts sont disponibles à l'écoute sur Deezer, mais on n'en produit pas. Là où en revanche, on est très actif dans l'industrie de la musique, où on peut produire des contenus originaux pour la musique. Donc notre stratégie, elle est vraiment 100% musique et 100% aussi connexion fans et artistes. Alors parlons d'IA justement, parce que les positions sont assez tranchées sur l'IA selon les plateformes musicales. Quels sont justement pour toi les défis éthiques, techniques liés à l'IA? Là, on a une question, quel est l'impact de l'IA sur la culture musicale? Alors je sais que Deezer a une position, c'est d'essayer de repérer tous les morceaux créés par l'IA et les évacuer. Maintenant c'est compliqué parce que parfois il y a beaucoup de musique hybride. Donc comment ça se passe? Quelle est ton action sur cette partie? C'est vrai qu'on a fait beaucoup de communication sur
l'intelligence artificielle ces derniers temps, en partie grâce à Nico, notre Head of PR qui est Nicolas présent. Dupré, oui. Mais en vrai, déjà, le chiffre qu'il faut retenir, c'est que c'est pas 50%, c'est 44% de la musique qu'on reçoit tous les jours, sur Deezer en tout cas, elle est à 100% générée par IA. Un autre chiffre qui va être assez marquant, je pense, pour tout le monde, c'est qu'on reçoit 160 000 morceaux par jour. Donc je parlais de l'équipe éditoriale tout à l'heure, je mentirais si je vous disais que cette dizaine ou douzaine de personnes a le temps d'écouter les 160 000 morceaux qu'on reçoit tous les jours. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que les filtres sont importants. En revanche, ce qui nous intéresse par rapport à l'IA, c'est qu'il y a une question de revenus et de fraude. Et c'est aussi pour ça qu'on est contre l'IA. On n'est pas vraiment contre l'IA, on est contre l'intelligence artificielle générative qui va permettre de créer des morceaux de A à Z. C'est là-dessus qu'en fait on est vigilant. Donc on a une première disposition qui est claire, c'est qu'on étiquette ces morceaux-là dans le produit. Vous avez sûrement l'habitude des réseaux sociaux. Donc sur les réseaux, quand c'est une collaboration commerciale, vous voyez une petite cocarde qui vous dit il s'agit d'une collaboration. Nous, aujourd'hui sur Deezer, quand le morceau est à 100% créé par IA, vous avez une petite cocarde qui vous dit que c'est une machine, une intelligence artificielle qui a créé ce morceau. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on a décidé d'exclure ces morceaux de toutes les recommandations éditoriales, c'est-à-dire que ces morceaux ne sont pas jamais disponibles en playlist. Et on a aussi décidé de retirer ces morceaux de toutes les recommandations algorithmiques. Petite parenthèse là-dessus aussi, parce que souvent on a l'habitude d'opposer algo et édito, machine et humain. En vrai, chaque décision éditoriale, quand nous on choisit de mettre un morceau en playlist, ça envoie un signal à l'algo. Et ce morceau est surreprésenté ensuite dans l'algorithme, il va parvenir jusqu'à vous alors que vous n'avez peut-être pas décidé de l'écouter. Donc c'est pour ça aussi que le choix humain est important. Ça permet aussi de surreprésenter certains morceaux qu'on a choisis, mais on ne veut absolument pas que ces morceaux soient à 100% créés par une IA. Et de même, il y a une question intéressante, la deuxième. À partir de quand un artiste cesse-t-il de créer pour son public et commence-t-il à créer pour l'algorithme ? J'aime beaucoup le bac de philo qui revient 25 ans après. Je vais me poser un peu pour y répondre. À partir de quand un artiste cesse-t-il de créer pour son public et commence-t-il à créer pour l'algorithme ? Je pense que c'est une question qui est peut-être plus d'ordre industriel. Mais en vrai, je pense que c'est à partir du moment où on décide en fait de commercialiser sa musique aujourd'hui dans les années 2020. Moi, c'est des questions qui m'ont beaucoup animé quand j'étais journaliste, quand moi-même j'ai voulu être musicien à un certain moment. En vrai, si on décide à un moment donné de se produire, que ce soit en live, que ce soit mettre ses morceaux sur une application, il y a forcément une logique commerciale derrière. Et aujourd'hui, l'algorithme, il est omniprésent, c'est un appui sur lequel il faut s'appuyer, c'est un appui qui est vraiment important pour vitaliser sa musique. À côté de Deezer, tu vois, moi je travaille aussi en management avec des artistes et TikTok c'est un levier hyper important pour nous, c'est un levier aussi qui est très important côté label. Donc aujourd'hui, je pense si tu crées ta musique, que tu la distribues sur une plateforme de streaming et que tu décides de complètement te retirer d'une logique algorithmique, c'est possible. Nous, on n'est pas contre ces artistes-là, mais en tout cas, c'est une voie qui est très différente. Ça peut valoir, tu vois. Moi, mon papa, par exemple, était prof de musique avec la petite enfance. Ça ne veut pas dire qu'il est moins artiste que Matt Pokora, que Gims, que Théodora. C'est une autre façon d'être artiste, c'est une autre façon de transmettre de la musique. Et c'est tout à fait valide et tout à fait valable. En revanche, si on décide de faire commerce de sa musique, à ce moment-là, ignorer l'algo, ça devient un petit peu compliqué pour des logiques capitalistiques qu'on connaît. Tu disais travailler avec des artistes. Deezer accompagne des artistes aussi dans leur carrière. Ouais, on est un soutien, un appui. Il y a un format qui est important chez Deezer qui s'appelle Deezer Next. C'est un tremplin qui existe depuis 2017 qui nous permet de mettre le doigt sur des artistes qui débutent, qui commencent. On l'a fait il y a longtemps, bien avant même que j'arrive dans cette entreprise, avec des artistes comme Angèle, comme Tiakola. L'année dernière, on a pu aussi travailler avec des artistes comme Mickey. Et ce qui est hyper intéressant dans ce format, c'est qu'on a essayé aussi de s'adapter aux enjeux d'algo dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, on cible beaucoup les réseaux sociaux. Donc tout ça se passe via un échange de bons procédés, d'argent aussi, parce qu'on finance la réalisation d'un petit clip par chacune de ces artistes, qui va ensuite le publier sur ses réseaux sociaux. Et en fin d'année, on organise un grand concert avec 3-4 de ces artistes qui viennent se produire devant leurs fans, devant leurs super fans. Donc nous, on arrive à scanner dans le produit les personnes qui sont les plus fans des artistes que j'ai cités, pour ensuite venir vibrer avec nous pendant leur concert. Je voyais, où est-ce que j'ai vu cette musique une question, tac, tac, comment il va se démarquer, la part du podcast. Oui, algorithme explicable et transparent. Algorithme explicable et transparent, c'est un ordre. Non, est-il explicable et transparent Je pense qu'il est explicable. En vrai, je vous ai un peu dévoilé une sorte de petite recette interne sur la part du choix humain qui surbooste quand même pas mal l'algo. Ensuite, il y a aussi un effet qui est lié à la musique que vous écoutez. Et c'est aussi pour ça qu'on est vigilant, parce que le danger qu'il y a derrière cette question, je pense, c'est le phénomène de bulle. C'est-à-dire que si vous écoutez que du post-rock,
vous allez finalement mourir avec uniquement ce genre de musique dans vos oreilles. Et c'est pas le but. Et pour ça, en fait, moi, je prends souvent cet exemple sur les bacs à vinyle dans les années 80 ou dans les années 90. Finalement, c'était à peu près la même catégorisation. Tout était un peu distribué par bac. On allait dans son bac préféré, mais à certains moments, peut-être qu'on était un petit peu attiré par une pochette qui clignotait là au loin, et c'était pas du post-rock, et c'était peut-être du dub ou du reggae, et on s'aventurait, on en passait un, on l'écoutait. Mon travail aujourd'hui, c'est de réussir à garantir ces connexions-là. Alors aujourd'hui, ça se fait un petit peu moins par le visuel que par l'algorithme, mais l'algorithme nous aide. Donc nous, on a aussi cet engagement-là. Quelque chose qui se passe, par exemple, dans mon équipe, c'est qu'on essaye de beaucoup moins diviser la curation musicale. C'est-à-dire qu'il y a encore 3 ou 4 ans, on avait une éditrice rap qui playlistait Gazo, et on avait un éditeur un peu pop qui allait playlister Zao de Sagazan, par exemple. Aujourd'hui, quand le morceau sort, ces gens-là font des réunions ensemble et ils se disent parfois, est-ce que ce morceau il est pour toi ou est-ce qu'il est pour moi? Parce que j'ai cité le genre maître de Gazo qui est le rap, par exemple. Parfois, Gazo ou Jul ou Gims, quand ils sortent un morceau, il est immédiatement pop, en fait. Et les gens se posent plus la question de se dire, ok, est-ce que c'est du boom bap? Est-ce que c'est du acid rap? Est-ce que c'est du acid jazz? Non, en fait, c'est un morceau qui peut plaire très vite, très rapidement à une base d'auditeurs qui est populaire. Et donc, ça peut très vite, en première semaine, atterrir dans les playlists pop. Et donc ça, on le fait beaucoup aussi entre la dance et les musiques électroniques, par exemple. Donc, créer ces interdépendances dès le début, dès la naissance des morceaux dans le produit, ça permet aussi, j'espère, de vitaliser les écoutes et de garantir un petit peu plus de diversité musicale dans vos oreilles. Parmi les innovations, Remix Lab, c'est quoi cette fonction? Ouais, c'est la toute dernière fonctionnalité qui est sortie de terre sur Deezer. C'est disponible pour les abonnés premium. En fait, on s'est rendu compte, comme vous, je pense, sur les réseaux, que les gens avaient envie d'être de plus en plus actifs dans la musique et voire parfois de s'amuser avec. On n'est plus dans l'époque des écoutes passives. Et ce qu'on a réussi à faire, du coup, c'est de discuter avec des labels, avec des artistes qui ont accepté de nous confier certains de leurs morceaux pour que les utilisateurs les remixent. Mais en revanche, on a travaillé aussi avec nos équipes légales pour être sûr que chaque remix, chaque jeu, en fait, donne lieu à un stream comptabilisé et donc à du revenu. Donc à chaque fois que toi, tu vas dès ce soir utiliser Remix Lab pour t'amuser avec un morceau de Jacques Dutronc ou de Céline Dion, il va falloir que nous, ensuite, on achemine chaque revenu aux ayants droit, aux labels et aux artistes. Donc c'est une toute nouvelle fonctionnalité, ça marche très bien. On est aussi content de se rendre compte qu'on peut faire autre chose que de l'écoute passive, parce que ça aussi, c'est fondamental pour une boîte de tech comme la nôtre, c'est que si on reste un peu assis dans nos certitudes, oui. on va mourir, on va disparaître assez vite. Donc quand on capte cette innovation, ouais. C'est ça, quand on capte des choses qui vont avec du son, en fait, avec de la musique et avec de l'amusement, il faut qu'on arrive à s'en emparer, il faut qu'on arrive à rebondir dessus. C'est le cas notamment avec le blind test, qui est une autre fonctionnalité qu'on a dans l'application. D'ailleurs, blind test qu'on peut découvrir. Alors, c'est dans la partie grand public. Il y a un grand stand Deezer ici sur les Vieilles Charrues où on peut aller s'exercer à toute une série de... C'est ça, vous pouvez venir jouer pendant 3 jours dans notre stand. Ouais. Vous pouvez défier vos amis et votre famille au blind test. Et on a aussi quelques goodies, il y a des bobs qui circulent si vous voulez repartir en vous couvrant la tête. Vers où va Deezer en termes de personnalisation? Parce que c'est là aussi, on imagine que... On a envie d'avoir chacun une expérience 100% unique. Ça, c'est aussi... Ouais, c'est un vœu pieux, mais on va clairement là-dessus. Le but ultime, c'est que chaque homepage ressemble à chaque individu et que toi, tu n'es pas la même que ta voisine. Et en vrai, c'est un peu ce dont on se rend compte aujourd'hui. Tu vois, quelqu'un qui est fan de Charlie XCX ou quelqu'un qui est fan de Jacques Dutronc dont je viens de parler, normalement, il ne doit pas avoir la même homepage. Donc nous, on travaille beaucoup avec nos équipes produits, nos équipes innovation pour garantir ça. Ça peut être par rapport à la musique qui va vous être recommandée dans l'algo sur votre homepage. Ça peut être aussi par rapport aux fonctionnalités qui vont un petit peu plus venir jusqu'à vous. Le but, c'est que on ressemble un petit peu plus à la France et que chaque jour, chaque semaine, on innove pour garantir la diversité du parcours dans l'application. Il y a justement un équilibre à gérer entre les sorties récentes et puis ce qu'on appelle le back catalogue, qui sont tous les titres. Il y a des succès tardifs. Il y a des chansons qui tout d'un coup reviennent, comme on a des films parfois qui deviennent cultes, alors qu'à l'époque c'était des gros nanars. Ouais, c'est super intéressant parce que là, on est vraiment à 100% dans la stratégie musique qu'on est en train d'écrire là cet été. Et le back catalogue a un poids assez énorme. Aujourd'hui, c'est presque 60%. Donc le back catalogue, c'est tous les vieux, tous les titres. Back catalogue, c'est les titres qui ont plus d'un an et demi d'existence. Ça peut aller d'un morceau de Damso, Macarena, par exemple, jusqu'à Sgt Pepper des Beatles, par exemple. Et donc, tout ça n'est pas égal par rapport aux années. Et c'est ça qu'on essaye de scoper en ce moment. Qu'est-ce qui est du back catalogue récent? Qu'est-ce qui est un petit peu plus du mid back catalogue? Qu'est-ce qui est
du deep back catalogue, et comment ça, on va l'acheminer à nos utilisateurs, et surtout comment nous, on va s'en emparer pour créer une stratégie musique. Parce que je parlais du pitching des labels aujourd'hui, et je disais aussi à côté que 60% des écoutes viennent du back catalogue. Donc évidemment, le rapport, il est très vite fait. Et c'est aussi pour ça qu'on se rend compte que dans beaucoup de labels aujourd'hui, les directeurs artistiques, les talent scouts ont malheureusement tendance à disparaître, et qu'en revanche, les grands plans d'action pour racheter du catalogue justement qui dort et qui sommeille, et ben ça donne naissance à beaucoup de fusions, et c'est fondamental de le comprendre parce que le back catalogue aujourd'hui peut d'un seul coup se retrouver en haut des charts. Et c'est des choses qui sont parfois dures à comprendre, dures à anticiper, mais qu'on peut un peu anticiper. Un exemple sur lequel j'ai envie de m'arrêter aussi, c'est Le Mal-Aimé, que vous avez forcément réécouté avec la pub l'année dernière. Oui. Et en fait, d'un seul coup, on s'est retrouvé avec un morceau de Claude François qui était en haut des charts, impossible à prévoir pour mon équipe. Donc à ce moment-là, on est plutôt dans une logique de rebond. En revanche, ce qu'on va demander cette année un peu à nos éditos, c'est de travailler un petit peu plus en amont et de fouiller dans le back catalogue et de le confronter aux grands événements de pop culture dont on parlait en début de conférence qui vont arriver pour se dire comment on peut être actif pour connecter l'audience avec des grands moments de musique qu'on va pouvoir anticiper par rapport à ce qui va se passer dans l'année 2027. On a un mentaliste qui a fait des expérimentations, ce serait bien de faire les deux pour peut-être monter quelque chose. Une toute dernière question en conclusion. Je voyais, Deezer ne pourrait-il pas être un outil de cohésion sociale? Est-ce qu'un jour, Deezer, ça pourrait être... On cherche toujours ce réseau social, parce qu'on n'a que des réseaux sociaux américains aujourd'hui. Est-ce que Deezer, un jour, ça pourrait devenir un réseau social? Alors, ça partirait avec la dimension musique-culture, et puis peu à peu, ça pourrait aller vers autre chose? Ouais, je suis peut-être un peu optimiste, mais j'ai l'impression que c'est déjà le cas. Et quand je dis ça, ça peut aussi valoir pour d'autres plateformes. Mais aujourd'hui, en fait, si on se considère uniquement comme un pur player de musique, encore une fois, je pense qu'on est mort rapidement. Nous, ce qu'on veut être aujourd'hui, c'est une plateforme d'expérience à travers des jeux, à travers des fonctionnalités dont on a parlé, et à travers aussi de la connexion. La chose qu'on a trouvée pour l'instant aujourd'hui, c'est de faire un pont assez direct entre l'application et les expériences en live. On se rend compte que le marché du concert est un marché vivant, qui draine aussi beaucoup d'affection. Et donc nous, si on est absent de cette conversation, en fait, on n'existe plus. Donc c'est ultra important. On le fait aussi parce qu'on adore les artistes et qu'on aime transpirer sur scène, mais il y a une vraie logique aussi d'adaptation de l'application. Donc aujourd'hui, on a des concerts tous les mois, ce qui nous permet de faire un lien direct. C'est des places qu'on peut uniquement trouver dans l'application. Et à ce moment-là, tu peux aller voir tes artistes préférés. Tu peux aussi parfois participer à des événements où les artistes ne sont pas présents, mais où la pop culture derrière les artistes est vraiment importante. Ça a été le cas l'année dernière, notamment quand on a créé la toute première soirée K-pop en France par un DSP ou un média, où on a invité tous les fans de K-pop à venir vibrer avec nous à Paris, à l'Élysée-Montmartre. Et il y a eu plein d'activations, on pouvait acheter du merch, on pouvait aussi danser, et donc les gens se sont retrouvés entre fans pour danser entre eux au rythme de leurs morceaux de K-pop préférés. Et ça aussi, je pense, c'est un point d'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, la K-pop, c'est une logique et une culture qui a une grosse histoire derrière elle. Et donc c'est déjà du back catalogue. Il y a déjà du back catalogue de la K-pop. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on doit s'adapter. On regarde pas la K-pop comme un petit objet naissant, comme un ovni. Pour moi, c'est l'équivalent du rap français peut-être dans les années 2000, qui avait déjà 20 ans d'existence. Donc c'est comme ça aussi qu'on regarde toutes ces musiques qui naissent aujourd'hui, sur la K-pop, sur les musiques latines, sur les musiques africaines. Et on veut inviter nos fans à venir en profiter avec nous. Et puis la K-pop, c'est BTS là, qui est bientôt à Paris. Je crois que c'est une BTS au Stade de France ce week-end. C'est une folie. C'est vraiment une folie. Merci infiniment. Azedine, merci de nous avoir apporté ce témoignage. Et puis, je ne sais pas vous, mais ça donne. On a parlé pas mal souveraineté aujourd'hui. Ça donne envie, voilà, pour ceux qui sont ailleurs, de basculer peut-être sur un acteur français, Deezer, avec tout ce que tu nous as dit. Voilà, ça nous fait découvrir toutes ces cultures. Merci encore, Azedine.